Docteur Sissoko, bienvenue. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. L'entretien va porter sur le dossier de l'avion présidentiel et des équipements militaires, une affaire qui défraie la chronique actuellement. Au sujet de cette affaire, l'ex-premier ministre et l'ex-ministre des Finances ont même été placés sous mandat de dépôt. Alors, pour éclairer nos téléspectateurs, la lanterne de nos téléspectateurs, d'après la Constitution malienne, le président, le Premier ministre et les ministres, c'est plutôt la Haute Cour de justice qui est habilitée à les entendre dans ces genres d'affaires. Et ici, c'est plutôt la Cour suprême qui s'est saisie du dossier. Bien, avant de répondre à la question, je voulais vous dire d'abord qu'il y a la polémique parce que tout simplement, l'enrichissement illicite, la lutte contre l'enrichissement illicite constitue aujourd'hui une préoccupation mondiale. Ce n'est pas national, mais c'est mondial. Puisque dans la définition de l'enrichissement illicite, il faut noter la corruption, la concussion, les trafics d'influence. Ce sont des éléments qui viennent définir l'enrichissement illicite. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui gangrène notre société et personne ne peut ne pas encourager cette lutte-là. Cependant, cette lutte doit être menée dans un cadre régulier, dans un cadre légal. Et c'est ça la polémique. La polémique est à ce niveau-là. Est-ce que la procédure utilisée aujourd'hui au Mali est-elle régulière? Exactement. En d'autres questions, est-ce que la Cour suprême est à même habilité aujourd'hui, au regard de l'article 95 de notre Constitution, notamment la Constitution du Mali de 92, la Cour suprême est à même de juger aujourd'hui pour des faits commis durant l'exercice de la fonction ministérielle ces infractions-là. Exactement. Voilà la question. Et sur la question, il y a vraiment des débats. Il y a des débats à tous les niveaux, au niveau des universités, au niveau des cercles politiques, et à tous les niveaux, parce que l'objectif est le même, c'est de parvenir à la paix et à la justice. Alors, que dit la Constitution? Je ne vais pas vous inventer, je vais vous lire l'article 95. Vous allez comprendre. On dit la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, c'est la première idée. Deuxième idée, la mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale. Et troisième niveau, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite. Voilà l'article 95. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution elle-même a pris soin de définir la compétence, de retenir la compétence de la Haute Cour de justice pour tout ce qui concerne les ministres et les membres du gouvernement et le président de la République. Pour haute trahison, le président de la République ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice. Et pour les ministres également, des faits qui sont considérés comme des crimes ou des délits, ils ne sont pas au-dessus de la loi, mais seuls ils bénéficient d'un privilège de juridiction. C'est la Haute Cour qui peut juger les ministres. Bon, maintenant, la procédure commence où? L'accusation. Qui va porter l'accusation? C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va voter aux 2/3 de ses membres, aux 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, ils vont voter l'accusation. Et si le vote est positif, immédiatement, le dossier est déféré devant la Haute Cour de justice. Maintenant, pour le téléspectateur, au vu de ce que vous venez de dire, c'est clair que cette affaire
c'est la haute cour de justice qui est compétente. Maintenant, ce que nous voulons que vous apportiez comme éclaircissement, pourquoi aujourd'hui c'est la Cour suprême qui s'en est saisie. Mais c'est cette nuance. Est-ce que vous pouvez l'apporter? Aujourd'hui, ce qui est conçu dans la Constitution ne peut être dévié par une loi. Normalement, la Cour suprême ne peut pas juger ce qui est déjà attribué par la Constitution à une autre institution qu'est la Haute Cour de justice. Mais cependant, les arguments qu'ils avancent, ils disent qu'il y a une jurisprudence ou des jurisprudences qui permettent à la Cour suprême, mais je dis que la jurisprudence... Cette jurisprudence par rapport à la Constitution, est-ce qu'elle est valable? Non, les jurisprudences ne peuvent pas s'imposer dans la mesure où le droit positif a déjà répondu, a déjà fourni la solution de la question. Deuxièmement, ils disent encore les circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles sont gérées à l'article 50. Lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles qui nuisent au fonctionnement des institutions, le président de la République, après un message, décrète l'article 50. Et il prend les pleins pouvoirs. Donc là aussi, ça ne peut pas prospérer. État de gouvernement et les actes de gouvernement, ça ne peut pas non plus prospérer parce qu'aujourd'hui, les actes de gouvernement se réduisent aux relations entre le Parlement et aux relations avec d'autres États. Donc, pour essayer de résumer, selon la Constitution, la juridiction compétente en la matière, c'est la Haute Cour de justice et non la Cour suprême, même s'il y a jurisprudence. Maintenant, on est devant un fait, c'est la Cour suprême qui s'en est saisie. Quelles sont les conséquences de cet acte posé par la Cour suprême? Maintenant, quelles peuvent en être les conséquences? C'est aux avocats des accusés de relever cette irrégularité pour soulever la procédure empruntée comme étant une procédure irrégulière. Parce qu'il y a erreur de droit dans cette procédure. La Cour suprême ne peut pas de façon avérée et au regard de l'article 95 se déclarer compétente pour une telle situation. Le procureur ne pouvait mettre ce dossier qu'à la disposition de l'Assemblée nationale. Or, il s'est trouvé qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale et il n'y a pas de haute cour de justice d'après les rumeurs. Bon, je dirais, mais on ne peut pas aujourd'hui imputer aux citoyens lambda le dysfonctionnement de l'État. Ce n'est pas le citoyen qui doit mettre en place la haute cour de justice. Il ne revient pas aussi, il n'incombe pas aux citoyens de mettre en place la haute cour de justice. Donc, s'il y a responsabilité, c'est la responsabilité de l'État et le citoyen lambda, dans sa liberté, ne peut pas souffrir à cause de cette absence. Donc, conséquence, dans cette affaire, il y a erreur de droit. Il y a irrégularité, il y a erreur de droit, il y a détournement de pouvoir. Et c'est aux avocats notamment des personnes mises sous mandat de dépôt en tant que constitutionnaliste, je confirme jusqu'ici, à moins qu'on m'amène une preuve contraire, qu'il y a irrégularité avérée. Maintenant, il y a deux tendances. Dernière question, et c'est la dernière question, il y a deux tendances. Et selon certains, ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de réveil de la justice malienne dans la lutte contre la corruption. Pour d'autres, ce n'est ni plus ni moins qu'une querelle, un acharnement politique, une sorte de chasse aux sorcières. Bon. Quelle lecture faites-vous de ces deux tendances? Bon, moi, je pense qu'il faut être positif. La justice est toujours là pour pacifier la société. La justice est toujours là pour permettre l'exercice des droits et libertés. Les juges et les avocats, ce sont des éclaireurs. C'est eux qui nous permettent de vivre aujourd'hui et de défendre nos droits. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à qualifier notre justice. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour féliciter, au regard des moyens dans lesquels cette justice travaille, pour féliciter cette justice-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les juges maliens seulement. Dans le cadre de l'enrichissement illicite, la loi organise cette lutte. Mais il y a des entraves constitutionnelles. Parce que nous sommes tous des citoyens, mais nous n'exerçons pas les mêmes fonctions dans la cité. Il y a des gouvernants, donc chaque jour qui se préoccupent de la situation
de la paix et de la cohésion dans la société. Pendant que nous autres, en tant que simples citoyens, nous vaquons à nos affaires. Donc, la Constitution a protégé certaines fonctions. Donc, ces fonctions-là ne peuvent pas être livrées en pâture, selon la Constitution, au vindicte populaire. Parce que le juge prend le cas du juge. Aujourd'hui, il est en train de faire son travail dans l'intérêt de la société. Demain matin, s'il n'était pas protégé par la loi, quelqu'un peut se venger de lui en le faisant trimballer devant la justice à tout moment. C'est le cas du ministre, c'est le cas du président de la République. C'est pourquoi la Constitution, nous reviendrons dans les réformes lorsqu'ils vont, ceux qui parlent de la disparition de la Haute Cour de justice. C'est un débat qui va au-delà du match. Donc, est-ce que sommes-nous en face d'un acharnement, d'une lutte contre la corruption ou d'un acharnement moi, je crois qu'aujourd'hui, cette affaire douloureuse va permettre aujourd'hui à ce que la justice trouve son chemin dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Puisque cette lutte ne peut être menée en ignorance des règles constitutionnelles. La protection des dirigeants politiques relève de la Constitution que la loi ne peut pas venir déranger. Voilà. Une affaire qui pourra permettre à la justice de trouver son chemin dans la lutte contre l'enrichissement illicite, comme le disait tout à l'heure notre invité. Et c'est ici que prend fin cet entretien, docteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir apporté ces éléments de réponse. Merci.